Allô? Bonsoir Nono, sais-tu qui je suis? Serial Gamer, c'est toi? Bah, qu'est-ce que ça donne au fait ton Halo Infinity? Ce n'est pas Serial Gamer, c'est Morpheus. C'est une impression ou t'essayes de faire un truc à la Jedi là? Il faut que tu écoutes. Sans cela, le destin qui se dessinera devant toi ne sera plus celui préempté par les axiomes que nous avons mis en place pour ton futur. Quoi? Il faut que tu fasses une vidéo avec ton pote le Serial Gamer. Ouais, et sinon, il arrive quoi? Sinon, le destin qui se dessinera devant toi... Enfin bref, tu vas pas me faire répéter cette phrase, elle est trop longue pour être retenue par un youtubeur, et tu le sais. Ouais, je veux bien moi, mais on fait ça comment alors? Enfin, on prend une bière, on prend des pop-corn, et puis on se mate le film pour une 20e fois, quoi. Regardez Matrix une 20e fois? J'adore l'idée, je suis ton homme, on se fait ça juste après le générique. Salut à tous, c'est Nono, bienvenue. Aujourd'hui, émission spéciale sur Matrix. On va se faire un mois Matrix pour la sortie du film pour Noël. Aujourd'hui, donc, on va commencer avec Matrix 1. Donc, bienvenue dans le monde réel. Et pour faire ça, je vais pas le faire tout seul, comme j'ai dit en intro. On va faire ça avec le Serial Gamer. Salut à toi. Salut, salut, et merci de m'avoir invité. Effectivement, sommes-nous dans le monde réel? Parce que au final, on était dans la matrice, on en est bien vite sorti. Et c'est un film qui m'a marqué, donc c'est vraiment un honneur de pouvoir en parler avec toi. Un film qui m'a bien marqué parce que à l'époque, j'ai des souvenirs en sortant de la salle qui sont assez mémorables et puis plein d'interrogations dont on va parler dans ton émission. Avec plaisir, on a tout simplement papoté et est venu naturellement l'idée de faire une émission à deux, donc en un mode un peu différent de ce que je fais sur ma chaîne d'habitude. Là, on va se poser en mode discussion sur le canapé et échanger nos impressions à vie. On s'est tous les deux refait le film hier et puis pour la peine, on va pouvoir échanger sur nos impressions 22 ans après la sortie du film. Moi, je sais que ça fait partie des films, effectivement, certainement un des films qui m'a marqué dans ma vie de jeune adulte. Vraiment un seuil quelque part dans la culture cinématographique qui a plein d'influences, plein de choses sympas. On va en parler. On va parler donc du film. On va parler de différentes théories qu'on peut avoir sur le film, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et avant de se lancer, je vais te laisser te présenter quand même rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas, présenter un petit peu ton univers, présenter ta chaîne. Alors, mon univers, c'est assez simple. J'ai fait une chaîne de gaming à la base de rétro gaming. Donc, on parle simplement des achats que j'ai pu faire, de la collection et puis éventuellement aussi des jeux qui me marquent ou qui m'ont marqué. Au final, le fait de parler de Matrix, là, je dérive un peu sur la suite, mais c'est vrai que on n'est pas si loin de l'univers du jeu vidéo. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas très très content que tu m'aies invité, vraiment un vrai honneur parce que toi tu es vraiment spécialisé. C'est un plaisir pour moi. Alors, comme je l'ai dit en intro, moi, je l'ai vu une pelletée de fois, le film. À force, et forcément, je commence à voir les qualités et puis certains petits défauts et on commence à voir certaines théories sur le film. Mais s'il y a un truc que j'aime bien faire quand même avant de se lancer, c'est de repenser un petit peu à l'ambiance dans laquelle c'était quand le film est sorti. En 99, de savoir où on en était, parce que niveau cinéma, on était quand même dans un univers qui est assez différent. On était encore un peu dans l'animatronique, où j'ai parlé par exemple de Starship Troopers, il y a des images de synthèse, mais on est encore dans un entre-deux, alors que Matrix va enfoncer le clou sur toutes ces choses-là et va vraiment réussir à faire passer ce genre de film dans un autre stade, dans un autre niveau qu'on voit encore aujourd'hui d'ailleurs. On est dans un film qui est finalement un film qui se déroule en post-Terminator. Et c'est vrai que Terminator 2 avait mis la barre très très haut. De mémoire, il était sorti en 94, Terminator 2 92. En 92, donc ouais. En 92, et il était précurseur de certains effets 3D. Et Matrix a mis la barre encore plus haut à ce niveau-là. Et au final, là, on est dans un monde qui finalement, oui, ressemble beaucoup à ce qui se passe après Terminator, c'est-à-dire les machines qui ont totalement pris le contrôle de la planète et qui se servent des humains pour pouvoir justement pomper leur énergie. Donc nous sommes des piles Duracell en fait dans le monde de Matrix. Et puis c'est un film aussi qui m'a marqué pour une chose, c'est qu'à l'époque je n'aimais pas du tout Keanu Reeves.
Je trouvais que le casting était... Je voulais en revenir justement sur là où on était Keanu Reeves à ce moment-là, parce que j'ai regardé un petit peu histoire de me remettre dans sa filmo à l'époque. Il avait fait, il avait fait bien sûr Point Break, il avait fait après Dracula, il avait fait juste avant, il y a eu Johnny Mnemonic, avant Matrix. Mais pour le coup, effectivement, il y a eu les Speed aussi, oui bien sûr, il y a eu les Speed aussi. Et effectivement, c'était un acteur qui était quand même rien que pour Dracula, moi je le trouvais intéressant, tu vois. Mais le Dracula de Coppola, mais effectivement, il n'avait pas encore eu son méga rôle, et finalement son méga rôle et qui tient encore aujourd'hui, puisque le 4 sort, mais il a fait d'autres franchises qui ressemblent pas mal à Matrix, on en reparlera par la suite. Bah, c'était vraiment ce Matrix-là, et c'est le film qui nous a fait aimer cet acteur, mais pas que cet acteur-là en plus, parce que moi, perso, quand j'ai regardé Matrix, je connaissais pas du tout Laurence Fishburne qui joue Morpheus, et après Matrix, je pense que tout le monde reconnaît Laurence Fishburne à chacune de ses apparitions dans tous les films, et c'est pareil pour le gars qui joue Smith, c'est pareil pour d'autres, et c'est pareil pour les réals aussi, qui n'étaient pas à leur coup d'essai, quasiment, hein. Ils avaient scénarisé un film, ils avaient réalisé un autre film avant, donc, et c'est vraiment avec ce film-là qu'ils se sont fait connaître, mais on sent qu'il y a eu une alchimie, il y a un truc qui s'est créé au moment où ils sont allés proposer le projet à plein de personnes, qui a fait s'agglomérer plein de personnes de vraiment très grande qualité. Ils ont réussi à s'imprégner de plein d'influences. On va parler un petit peu de tout ça, mais finalement, ils ont été novateurs sur plein de choses et ils ont surtout inspiré plein de choses qui sont venues par la suite. C'est vraiment une vraie force du film de sentir qu'effectivement, ils ont été hyper novateurs et hyper inspirants pour plein de personnes, pour toute une génération. Et justement, dans les analogies qu'on peut avoir avec le monde du jeu vidéo, moi, je trouve pas mal de ressemblances justement avec Max Payne. Et son bullet time où justement on avait la capacité de pouvoir ralentir le temps et de pouvoir faire des mouvements pour pouvoir tirer sur les méchants, et c'était un des effets d'ailleurs mis en avant dans les bandes annonces de l'époque, ça et puis tout l'aspect arts martiaux, très hongkongais au final, un très film de Jackie Chan. Mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, justement. J'ai creusé un peu. C'est hyper pertinent ce que tu dis. Effectivement, le chorégraphe qui a travaillé sur Matrix 1, il a travaillé avec Jackie Chan, et il a travaillé également avec Jet Li. Donc Jackie Chan, c'est le chinois des chaînes, qui est sorti en 78, donc là ça date, hein, je regarde mes notes parce que je le connais pas, je me souviens pas des dates par cœur. Et pour Jet Li, c'était Taichi Master, pour ceux qui sont fans de ce genre de film, qui est sorti en 93. Et le gars après il a travaillé sur du Kill Bill aussi, donc plus récemment il a travaillé sur Ip Man 4, donc ça fait quand même un CV qui a de la gueule. Et ce mec là au début ne voulait pas travailler sur Matrix parce qu'il n'avait pas le temps, et quand il a vu le scénar, quand il a vu les storyboards, quand il a vu le script, et ben il a dit banco. Et on n'a pas parlé de la BO. C'est vrai que la BO fait que le film est quand même hyper ancré dans son époque. On est sur du Prodigy, du Massive Attack, Marilyn Manson, Rage. Enfin, on est vraiment sur des monuments, voilà, des monuments du rock et en tout cas de la musique rock alternative. Ouais. Et puis qui sont encore connus aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient tout en haut, quoi. C'est Marilyn Manson à l'époque, c'était la période où il était le plus en avant. Prodigy, c'est le moment où ils venaient de sortir leur disque où toutes les zik de l'album sont déchirées. C'est celui avec, voilà, c'est celui avec le crabe sur la pochette. Et même Rage Against the Machine, c'était aussi, c'était vraiment, c'était la folie à tous les niveaux, quoi. C'était la folie à tous les niveaux. C'était la Dream Team. C'était quasiment la Dream Team, puisque là, on avait le meilleur de l'effet spéciaux, les réalisateurs au top de l'époque, la BO, mais vraiment au top aussi. Oui, je pense qu'on avait affaire là à un monument du cinéma. Et après, on a très bien su nous donner envie, et je pense que tout le monde a eu une bonne surprise, parce qu'en plus de il y avait plus que ce qu'on nous vendait, et que quand on regarde le film aujourd'hui, moi c'était hier, mais quand on regarde le film, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de plans qui sont pas beaux, il n'y a pas de... Tout est très très beau, tout ressemble justement à une petite vignette de comics, tout est très très bien cadré, très très bien dessiné, et c'est vraiment une vraie force du film, quand on voit que les mecs, ils avaient pensé chaque pas, chaque timing, que tout était prêt dans leur tête et tout est nickel. C'est sans temps mort, et je dirais même c'est que des temps forts. Et le plus fort, c'est que de toute façon, quand il y a un moment un peu calme, ils en profitent pour te mettre une phrase qui a une énorme résonance ou des trucs cultes, mais je repense à la scène où tu le vois s'entraîner avec Morpheus.
il est essoufflé, et puis là, t'as Morpheus qui le regarde et qui lui dit, tu penses être en train de respirer de l'air, et en faisant ça, mais il fait comprendre le truc à Neo, mais encore une fois, comme Neo, c'est nous, bah, ils nous font comprendre ça aussi à tous, et pour la peine, ça fait vraiment un truc comme ça, où tu as une alternance entre de l'action, de la science-fiction avec des effets spéciaux qui sont hyper bien foutus, et aussi des phrases choc comme ça, qui font que tu t'ennuies jamais, quoi. Effectivement, on est sur un film qui s'autosuffit, un film qui est hyper dense, qui nous plonge dans un univers qui est quand même très sombre, et finalement qui a une fin extrêmement heureuse. Moi, ce que je trouve qui est la vraie force du film, c'est qu'on disait qu'il n'y a pas de temps mort, mais de la manière dont il est construit, quand tu le regardes, ils ont une manière de faire les choses, les réals, les frères Wachowski, pour t'emmener vers l'explication, mais en mettant 3 plombes pour te la donner. Et en fait, tu suis Neo, il y a vraiment, tout est fait pour que tu puisses t'identifier à lui. Et tu essayes de suivre avec lui, de te rattacher aux petites bribes de compréhension qui lui sont données. Mais finalement, l'explication finale, enfin, la vraie explication, effectivement, de qu'est-ce qu'est la matrice vient longtemps après. Et même après ça, il y a plein de contre-vérités qui lui sont dites. Par exemple, Morpheus qui va lui dire que pour connaître la matrice, il va falloir qu'il l'explore, alors que Neo est censé vivre dans la matrice. Il est dans la matrice. On a l'oracle qui lui dit que ce n'est pas l'élu. C'est des choses comme ça qui font que le spectateur, avec Neo, suit son chemin et suit sa progression, et on suit vraiment la même réflexion que lui. Et pour ça, c'est vraiment vachement fort, parce qu'ils arrivent à nous prendre et à nous forcer juste à réfléchir ce qu'il faut. Ils nous perdent jamais en nous donnant des petites bribes comme ça pour réussir à améliorer notre compréhension de cet univers qui est hyper dense, hyper complexe, bien plus que ça a l'air et bien plus que ce qu'ils nous ont vendu avant qu'on aille le voir. Et c'est vrai que c'est l'apanage des grands films, puisqu'effectivement, on a plusieurs lectures. Ce n'est pas la même lecture que j'avais fait en 99 que celle que j'ai fait hier, par exemple, puisqu'il y a quand même pas mal d'analogies de Matrix avec Alice au Pays des Merveilles, hein, surtout le Lapin Blanc, et puis le fait qu'on soit avec le personnage, qu'on s'identifie au personnage, et puis qu'on la suive dans un monde, alors non pas un monde enchanté, mais un monde quand même assez noir, assez sombre, dans lequel finalement nous ne sommes qu'un outil au service d'une machine. Donc dans cette vocation de se libérer de l'emprise des machines, au final, c'est un monde hyper cohérent. Ouais, et puis même au-delà de ça, tu me donnais une autre théorie qui était sympa quand on discutait sur le film par rapport au moment où on le voit au tout début du film, justement comme dans mon intro, en train de pioncer devant son PC, et puis après se réveiller, et c'est là que commence le toc-toc Neo et que les choses bizarres commencent, quoi. Ah oui, bah je me suis dit à ce moment-là, est-ce que Neo n'a pas pris le shoot de trop? Est-ce qu'il est pas en pleine transe, en train de se rêver justement une réalité alternative? Et est-ce qu'à la fin, quand il s'envole, est-ce que justement un peu comme dans un rêve où tu décolles un peu de ton corps, est-ce que à ce moment-là, il n'est pas en train de revenir dans la réalité? Il t'est jamais arrivé de ne pas savoir si tu es réveillé ou encore endormi? D'où le sang. Et ça s'appelle la mescaline. C'est vrai qu'il peut y avoir une lecture à la Total Recall de te dire que bah tu sais pas au final, quoi. Tu peux te dire que effectivement croire à l'impossible, parce que ce qui nous est montré c'est vraiment plus qu'incroyable, ou si tu veux rationaliser, te dire que le mec est certainement en train de triper, quoi. C'est parce qu'on voit quand même plein d'images qui sont clairement hallucinantes, quoi. Et effectivement, on se posait pas, enfin en tout cas pour ma part, même si je ne pense pas avoir été un imbécile à 18 ans, mais je n'avais pas du tout ce regard-là sur le film. Je me suis juste laissé bercer par l'histoire et impressionné par les effets spéciaux. Le côté très fort du film, justement, c'est que ça fait partie de ces films où quand tu vois la fin ou même le milieu du film où il t'explique qu'en fait, tout ce que tu as vu depuis le début, c'est pas comme ça qu'il fallait regarder le film, ça te pousse forcément à au moins le voir une deuxième fois. C'est comme quelqu'un qui aurait vu Fight Club qu'une fois, je lui dirais non, mais regarde-le. Il y a des films comme ça où tu en apprends suffisamment pendant le film pour redécouvrir le début du film et le voir complètement différemment. Donc là, pour le coup, faut pas se priver. Bon, en plus, tu sens qu'il y a une préparation derrière ce film parce que ils sont quand même parfaits dans leur stature. Tu sens que derrière, il y a un gros entraînement. Je crois qu'ils se sont entraînés pendant 3 mois avec le chorégraphe et son équipe pour que ça ait l'air d'être naturel, justement. Et quand tu regardes Neo dans certaines scènes, ou quand tu regardes Trinity, ou quand tu regardes Morpheus,
t'as l'impression que les gars, ils se battent comme ça depuis qu'ils ont 15 ans, quoi. Et effectivement, pour moi, le personnage le plus crédible et celui qui crève l'écran, c'est Morpheus. Donc, c'est Laurence Fishburne qui l'interprète. Et effectivement, c'est un personnage qui est extrêmement persuasif. C'est le guide d'un peuple opprimé, un peuple en quête de liberté, un peuple en quête de vérité. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu trop illuminé par Neo, au risque peut-être effectivement de se poser des questions dans les suites et de se poser peut-être la question qui va déboucher sur Matrix 4, parce qu'au final le Matrix 3 dont on parlera dans une prochaine vidéo, ce Matrix 3 finissait la trilogie. Donc pourquoi le Matrix 4? Et moi je voulais parler aussi d'une analogie parce que tu ne connaissais pas John Wick. Non, effectivement, on discutait, donc tout simplement on fait cette émission parce qu'on parle cinéma avec SG et on parlait cinéma et puis il m'a parlé de John Wick, il m'a dit t'as pas vu John Wick, je suis sûr que tu vas aimer. Faut croire qu'on commence à se connaître parce qu'effectivement pour le coup je me suis fait les 3 la semaine dernière à 3 soirs d'affilée et j'ai plutôt bien kiffé. Moi j'ai retrouvé un Neo qui a maturé, un Neo alors qui a maturé comme l'acteur, hein, je pense qu'on est passé un peu du jeune premier à l'acteur qui a eu un vécu, qui a connu la dépression. On le retrouve hein, dans ce personnage de John Wick, un personnage qui est sombre, qui est quand même assez froid et en même temps très sentimental. Hein. Ouais, qui a un côté très humain aussi, parce que tu le vois tout le temps blessé, alors que ça soit autant psychologiquement que physiquement, c'est quelqu'un qui saigne, alors que Neo, effectivement, comme tu disais, il a cet aspect plus jeune, mais il a cet aspect aussi carrément plus lisse, le bonhomme, hein, parce que il a été pensé un petit peu comme ça, comme un archange, tout beau, tout mignon et tout. Moi, je trouve que pour la peine, effectivement, c'est sa force, mais c'est aussi son petit défaut, c'est qu'à un moment, tu as envie qu'il balance la table et puis qu'il agisse un peu plus comme un humain, de manière un peu plus instinctive, alors que je trouve que il fait partie des gentils, mais il se bat comme un agent. Il a vraiment ce côté quasi robotique dans sa manière de se battre, et je trouve que ça manque un tout petit peu de feeling humain, alors que John Wick, lui, il l'a carrément, quoi. Finalement, Neo, c'est les gentils, et c'est les gentils qu'on aime détester. Donc, tu vois, c'est un peu 2 univers parallèles, un peu symétriques, un peu opposés. Et je trouve que l'analogie entre les 2 franchises est quand même extraordinaire, sachant que Laurence Fishburne a à peu près le même rôle dans John Wick, et qu'au final, John Wick et Neo sont quand même se ressemblent tout en étant extrêmement différents. Donc je trouve après pour le coup, effectivement, il a le même rôle, mais tu sens, comme tu disais, hein, que Neo, John, a grandi entre-temps, quoi. Parce que dans Matrix, il a vraiment besoin de Morpheus et de toute la maturité que peut avoir un personnage incarné par Laurence Fishburne, alors qu'effectivement, pourtant Keanu Reeves, ça faisait dizaines d'années qu'on le voyait dans des rôles récurrents, parce que Point Break, il me semble que c'est 89 ou 90, donc il n'était pas tout jeune, mais il a vraiment ce côté jeune adulte, je vais pas dire enfant parce qu'on va pas pousser jusque là, quoi. Mais alors que maintenant, que ça soit pour John Wick ou que ça soit pour le Matrix 4 qu'on attend très fort, effectivement, il a cette image très différente de quelqu'un qui a pris de la bouteille, quoi. Et l'analogie est d'autant plus troublante, c'est dans John Wick 2, le temps qui s'arrête. Ouais. Et là, à ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce qu'on est dans une matrice? Est-ce qu'on va nous apprendre que finalement, John Wick, c'est Neo? Et qu'au final, il est dans une matrice qu'il s'est créée pour s'entraîner, non, mais c'est ça, en fait. Non, mais c'est vrai que c'est un monde qui est aussi, pour la peine, effectivement. Alors, autant Matrix, ça a créé plein de choses et ça a un côté SF que j'adore. Moi qui suis un grand fan de films de SF, je trouve que l'histoire de SF qui est autour est vachement intéressante. Là, pour la peine, John Wick, c'est plus une histoire de gangster, mais peut-être pas. Et quand tu regardes le monde, il est tellement bariolé, il est tellement psyché. Et puis, combien de gars il tue dans les 3 John Wick, quoi. C'est 1 millier, c'est 2 milliers de personnes, c'est en se faisant toucher de temps en temps, mais bon, c'est alors que dans Matrix, il a ce côté invincible. Ouais, dans Matrix, effectivement. Il ne tue personne, et même l'agent Smith, qui à la fin du premier entre guillemets meurt, il ne l'a pas vraiment tué, quoi. Donc c'est
C'est ça qui est quand même très particulier entre la franchise de John Wick et la franchise Matrix, c'est qu'on est sur des univers qui sont très différents et en même temps très semblables, et des personnages qui sont très différents et en même temps très semblables. Donc moi, j'ai vraiment hâte que Matrix 4 fasse éventuellement le lien entre les deux franchises. Bah, c'est ce qu'on aimerait, parce que moi, effectivement, ça me ferait un petit peu peur de se retrouver avec ce Neo un tout petit peu lisse. Neo, techniquement, il doit quand même tuer des gens, parce que je me souviens que quand il va sauver Morpheus dans l'immeuble, que tu as Morpheus qui est attaché sur sa chaise et tout, il est là avec sa grosse mitraillette, et il tire sur des Smiths, et comme les Smiths volent le corps de personnes, mais effectivement, ça ne nous est pas présenté comme des morts par les réalisateurs du film. À chaque fois, il nous est présenté comme quelqu'un qui ne fait de mal à personne et qui fait que combattre son antagoniste. Mais bon, c'est un petit peu plus que ça. On n'a pas encore beaucoup parlé de l'ami Smith qui est de ce côté-ci. Mais il y a beaucoup à dire sur l'agent Smith, parce que même sans aller sur les suites, on en parlera dans la prochaine émission, mais le Smith a quasi autant de pouvoir que Neo dans ce Matrix-là. Ils se battent pareil. Si au final, c'est pas le yin et le yang, avec Neo qui est le pendant gentil, et puis Smith qui est un super agent au final. Et Smith, c'est le vrai antagoniste du film. C'est pas l'architecte qu'on ne voit même pas. C'est dans ce premier film, il y a personne d'autre. Et puis même dans les suivants, ça sera toujours lui l'antagoniste jusqu'à la fin du 3, quoi. Ce que je peux voir aussi, c'est que les personnages sont quand même assez linéaires, sauf Neo qui a une progression dans le film. Neo qui est vraiment, il passe, on va dire, du début du film du stade enfantin, du stade, je suis le lapin blanc, au stade adulte, donc ado qui part en boîte, adulte qui va travailler, et puis ensuite à celui qui prend des responsabilités et puis qui se dit, voilà, je suis l'élu, alors que finalement, mis à part Morpheus, personne ne l'a dit. Et il y a surtout aussi et qui se transforment progressivement en machine. Et d'ailleurs, il y a pas mal de séquences où on dit, c'est une vraie machine. Oui, justement, ça effectivement, on n'avait pas parlé, mais c'est un moment où il fait son entraînement. Je crois que c'est avec Tank. On le voit assis sur son siège en train d'apprendre le jujitsu et différentes choses comme ça. Et on voit effectivement le mec qui dit ça fait 10 heures d'affilée, c'est une vraie machine et tout. Et que tu demandes jusqu'à quel point effectivement le fait qu'il soit si lisse, et ça a l'air d'être quelque chose qui a été important pour les frères Wachowski, clairement, parce que c'est jusqu'au boutiste. Tu as envie quelque part de le voir s'énerver, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, de le voir saigner et tout, et tu le vois très peu saigner, tu le vois très peu s'énerver. Et effectivement, il a vraiment ce pendant de ressembler à Smith, quoi. Donc va savoir ce qu'ils peuvent nous pondre, nous pondre par la suite, quoi. Il ressemble de plus en plus à Smith, jusqu'à devenir déshumanisé dans la dernière séquence où justement il contrôle entre guillemets la matrice. On voit les murs qui changent autour de lui qui rentre dans Smith. Et en fait, est-ce qu'il n'est pas devenu, ou est-ce que c'est pas aussi un aveu du réalisateur et du narrateur, qu'au final Neo n'est ni plus ni moins que le créateur de la matrice, ou que le véritable architecte de cette matrice? C'est une anomalie dans le système, donc on va savoir s'il ne fait pas partie du système. Après, effectivement, on dit qu'on ne le trouve pas très humain, mais après, si on parlait de Cypher, et lui, pour la peine, il a une réaction que je trouve extrêmement humaine. Il est lâche, mais c'est totalement humain de sa part de vouloir retourner dans un monde qui est plus confortable et de tout faire pour. Et quand tu vois Morpheus, justement, qui à un moment dit qu'il y a des gens qui luttent de toutes leurs forces quand tu les sors trop âgés de la matrice, et qui n'arrivent pas à intégrer le monde réel et que leur esprit lutte jusqu'à ce qu'ils en meurent, tu dis que ça, c'est une réaction humaine au final. Et Neo, lui, a l'air de très bien prendre le fait qu'on lui apprenne qu'en fait, il est en 2199 ou quelque chose comme ça, que le monde est pourri, à croire qu'effectivement, sa quête de sens était plus importante que tout le reste. Il est un petit peu choqué. Au début, il ne les croit pas, mais ça dure 1 minute dans le film. Et après, il passe à autre chose et il intègre tout ça, quoi. Alors, on n'a pas parlé assez de l'agent Smith. Oui. Et effectivement, l'agent Smith, pour moi, c'est le véritable élu. Alors, c'est un élu sombre, un élu qui est un peu prophétique, parce qu'effectivement, dans une des premières séquences où tu vois l'agent Smith, il parle avec un agent de police et il lui dit
vos agents sont déjà morts. Alors, soit il connaît très bien justement L'équipe, ouais. les compagnons, il connaît très bien cette équipe-là, ou soit il a la capacité de lire dans l'avenir, un peu comme l'oracle le fait. L'oracle qui dit d'ailleurs dans le premier, mais aussi dans les autres, il ne dit jamais à Néo que c'est l'élu. Il lui dit, voilà, il lui dit même dans le premier, tu n'es pas l'élu. Ouais, il me dit clairement l'inverse, ouais. Mais après, elle lui dit ce qu'il a besoin d'entendre, soi-disant. Donc, elle lui montre le chemin et que le chemin, c'est pas forcément tout de suite de lui balancer, parce qu'au final, c'est un truc effectivement que moi je me suis posé la question quand j'ai vu le film. Morpheus met très très longtemps à expliquer la vérité à Neo. Il met 40 minutes à lui expliquer. C'est très long dans un film, c'est le tiers du film. Et au final, s'il lui avait balancé cash, bah écoute mon coco, ton monde c'est tout fake, tu vis dans un monde à la Fortnite et tout, il l'aurait pas cru, il l'aurait rejeté, alors que quelque part il lui montre le chemin de. Donc ça effectivement, après c'est la source de plein de théories et pourquoi pas, hein. Mais je sais pas si c'est une vision justement des réals de se dire que ce qui est intéressant c'est le chemin plus que l'accomplissement, ou si tout simplement c'est que il y a des pistes pour pouvoir retourner la situation dans d'autres suites ou à d'autres moments de l'histoire, quoi. Pour moi, on est dans une histoire qui donne un faux libre arbitre. C'est-à-dire, on est dans le faux choix, en fait. L'histoire qui nous est narrée, elle est trop vraie, enfin, elle est trop belle pour être réelle. C'est vrai que moi, il y a d'autres petits trucs, justement, à la limite, c'est ce qui m'a un petit peu fait tiquer, et plus encore dans les suites que dans celui-là, c'est un peu la fin à La Belle au bois dormant, où tu vois Neo mort dans le Nebuchadnezzar, et puis t'as Trinity qui l'embrasse, et puis il se réveille. C'est ça. Alors, c'est très beau, c'est très mignon, mais moi, c'est des petits détails qui me font à la limite un petit peu sortir de l'histoire, parce que après, c'est la dimension conte du film aussi. Mais comme tout est quand même très bizarre mais très bien tenu, ces trucs-là te font dire que c'est peut-être juste parce que c'est un film, mais c'est peut-être effectivement que y a des choses étranges, ou que le monde réel n'est pas tout à fait réel, et que pour la peine, si tu te creuses la tête, et forcément comme on a vu beaucoup le film, on a tendance à se creuser la tête quand on le regarde maintenant, il y a des choses qui soit sont des petites irrégularités dans la logique du film, soit des pistes pour plein de choses sympas, quoi. Et dans le libre arbitre aussi, le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue, j'ai jamais compris à ce moment-là pourquoi Neo avait choisi justement la pilule qui lui annonce la vérité, puisqu'au final, il est encore dans l'âge enfantin, c'est-à-dire dans la découverte, il est en train de tout découvrir, un peu comme le petit enfant qui découvre le monde, mais le petit enfant, il a besoin d'être rassuré, donc là, en l'occurrence, il lui dit qu'il peut revenir dans le monde qu'il connaît, s'il choisit l'autre pilule. Et tout le monde l'aurait choisi, ou quasiment tout le monde l'aurait choisi. Et lui choisit la pilule de vérité. Et là c'est le cauchemar, quoi. On le voit sortir. Et là, pour le coup, je trouve que le film joue pas si mal que ça, parce que ils nous ont tellement montré Neo dans une quête de sens dans sa vie qui a l'air de pas l'intéresser, où il a l'air de tout faire mais sans porter aucun intérêt à ce qu'il fait, à part sa recherche de la matrice, justement, qu'il a l'air d'être on a l'impression qu'il a été mis au monde pour ça. Et encore une fois, ça relance sur plein d'autres théories, parce que c'est l'anomalie dans la matrice, c'est peut-être l'anomalie qui fait que toute sa vie, effectivement, il sent qu'il a été câblé pour ça, qu'il y a un truc qui lui manque, et qu'il est poussé vers ça quoi qu'il arrive, quoi. Mais là, pour le coup, tout ce qui est effectivement choix de la matrice, de l'architecte, de son papa et de sa maman, qui sont des choses fort intéressantes. Je pense qu'on va se garder ça sous le coude pour la prochaine émission, puisque je pense qu'on a fait le tour du Matrix 1, mais de toute façon, on va vite se revoir pour parler des suites, tous ensemble sur la chaîne la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Si vous êtes curieux de la chaîne de Serial Gamer, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Nous, on se revoit très bientôt. Portez-vous bien. Salut! Salut!